Investir en bourse, c'est un truc qui est assez connu. Vous savez probablement ce que ça signifie de manière générale, acheter des bouts d'entreprise, des actions, et essayer de les revendre avec potentiellement une plus-value. Mais pour la plupart des Français, c'est très abstrait. Probablement que vous connaissez peut-être pas une partie du vocabulaire, et sans doute que ça vous paraît très compliqué. Pourtant, vous avez peut-être déjà entendu des gens parler, ou alors vu des vidéos ou lu des livres, qui vous disent que c'est plus simple que ça y n'y paraît. Et effectivement, investir en bourse, c'est très simple. Mais il y a quelques étapes à suivre dans l'ordre. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo concise, c'est comment investir en bourse en 2024, certes, mais c'est applicable bien évidemment à tout moment parce que la bourse, un peu comme l'immobilier, ça fait partie de ces secteurs d'investissement qui n'ont pas bougé depuis à peu près 150 ans. Alors pour faire les choses dans l'ordre, la première chose que vous devez vous demander sur comment investir en bourse, c'est pas une question pratique, c'est une question plus intellectuelle, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure d'épargner de l'argent. Épargner, ça veut dire quoi? C'est la somme d'argent qu'il vous reste lorsque vous prenez tous vos revenus et que vous soustrayez l'ensemble de vos dépenses. Il faut évidemment avoir de l'épargne disponible pour pouvoir investir en bourse. Ça paraît évident, mais toutes les étapes suivantes ne servent à rien si vous n'êtes pas en capacité d'épargner. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes étudiant, vous avez zéro revenu et vous avez 200 euros dans votre tirelire d'enfant, ça ne sert à rien d'investir en bourse. C'est pas possible tout simplement et ça serait trop risqué. Vous allez investir vos 200 euros, à quoi bon? Vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent et vous allez avoir de l'argent bloqué alors que potentiellement vous auriez besoin de ces 200 euros pour faire ceci ou faire cela. Et ça marche aussi si vous êtes actif et que tous les mois vous êtes à découvert. Investir en bourse, c'est évidemment une très mauvaise idée si vous êtes dans cette situation financière-là. Donc l'étape numéro un, c'est d'être capable d'épargner. Pour être capable d'épargner, il n'y a pas 50 solutions. Il suffit d'augmenter ses revenus et ou de diminuer ses dépenses de manière à augmenter l'écart entre ces deux nombres et d'avoir une épargne conséquente. Alors, l'épargne n'a pas besoin d'être conséquente de manière nominale, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'épargner 500 euros par mois, 300 euros par mois précisément. Par contre, il est important d'être capable de générer une épargne de manière régulière. Si c'est irrégulier, que vous avez peut-être même 2000 euros de côté, mais que vous êtes incapable d'épargner mois après mois, année après année, il vaut mieux garder ces 2000 euros comme épargne de précaution si jamais il y a un imprévu qui vous arrive. Donc ça, c'est l'étape 1, être capable d'épargner. La deuxième étape, c'est encore une fois une étape plus psychologique que pratique, c'est de se poser la question, dans votre cas personnel, et c'est une question qui est intimement personnelle, de l'horizon de temps et du risque. Alors c'est deux choses différentes mais qui vont ensemble. L'horizon de temps, c'est quand est-ce que vous aurez besoin de votre argent. Investir en bourse, c'est un investissement qui se fait sur le long terme. Si vous avez déjà essayé d'acheter en bourse, vous aurez vu qu'il y a toujours des petites indications de la part des établissements bancaires qui vous disent en gros, bon, si vous voulez acheter des actions, il faut prévoir de garder ces actions pendant au moins 5 ans. Alors il faut comprendre que les 5 ans dont il parle, c'est une moyenne, c'est une estimation, c'est en aucun cas une garantie. Ça ne garantit pas que dans 5 ans, les actions que vous allez acheter vous rapporteront plus d'argent que ce qu'elles ont valu aujourd'hui. En fonction de la période où vous achetez, si vous avez acheté en 1999, 5 ans plus tard en 2004, bah, vos actions elles étaient clairement en perte. Donc c'est pas une garantie, mais en moyenne, ça donne un ordre d'idée de l'horizon de temps qu'il faut avoir de long terme lorsqu'on investit en bourse. Et 5 ans, c'est le minimum. Si vous savez que vous allez avoir besoin de votre argent dans 1, 2, 3, 4 ans, investir en bourse, c'est pas le bon investissement. C'est beaucoup plus pertinent dans ce cas-là d'investir dans des produits qui vont avoir un risque bien moins important et qui vont garantir votre capital. Parce que la bourse, c'est très rentable, oui, mais il n'y a pas de garantie de capital. Il y a énormément de volatilité. La volatilité, c'est à quel point le prix des actions augmente et baisse au cours du temps. Alors évidemment, en moyenne, il augmente, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut attendre longtemps, parce qu'en moyenne, même si ça baisse et ça descend, eh bien ce sera en hausse. Mais si vous regardez 1 an plus tard, 2 ans plus tard, bah en fait, peu importe la moyenne, si vous n'avez pas de chance, vous allez être perdant. Donc c'est la première question de la question de l'horizon. Il faut avoir un horizon qui est supérieur à 5 ans. Idéalement supérieur à 10 ans. Idéalement supérieur à 15 ans. Mais 5 ans, c'est vraiment un minimum. Et si votre horizon de temps, c'est moins que 5 ans, vous devez vous interdire d'épargner cet argent. Deuxième point, c'est la question du risque. La question du risque, elle va de pair avec la question de l'horizon. Parce qu'en fait, vous êtes en mesure de diminuer le risque grâce à un horizon de temps beaucoup plus lointain. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez besoin de votre argent uniquement à la retraite, eh bien vous allez avoir 10, 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans avant de devoir récupérer cet argent. Vous allez pouvoir le faire en plus de manière progressive. Et donc le risque, la volatilité des actifs financiers
sera bien moins importante. Néanmoins, même si vous épargnez pour votre retraite, la question du risque, elle existe. Il y a plein de risques qu'il faut prendre en compte. Il y a le risque que, eh bien, il se passe des choses dans votre vie qui fassent que vous ayez besoin d'argent avant ce que vous avez prévu. Il y a le risque de l'inflation. Il y a le risque que les rendements passés de la bourse ne soient pas les rendements futurs. Alors oui, on estime que lors des 150 dernières années, la bourse au niveau mondial, notamment au niveau américain, a facilement fait de manière nominale 7% par an, et si on ajuste par rapport à l'inflation, quelque chose comme 6-7% par an. Rien ne dit que dans les 40 ans qui vont arriver, eh bien, ce sera les mêmes rendements. Peut-être que ce sera un petit peu moins, peut-être que ce sera un petit peu plus, peut-être que ce sera beaucoup plus, peut-être que ce sera beaucoup moins. Il n'y a pas de garantie à ce niveau-là. Et ça, il faut bien le comprendre, et c'est lié notamment à la notion de tolérance au risque. La tolérance au risque, c'est à quel point vous êtes capable d'encaisser ce risque permanent. Parce que une fois que vous aurez de l'argent en bourse, et qu'a priori vous allez le garder pendant des années, le but c'est pas que ça vous stresse au jour le jour et semaine après semaine. Le but c'est pas que vous n'arriviez pas à dormir quand il y a un crash boursier, parce qu'il y en aura. Parce que les crashs boursiers, bah, ils arrivent tous les 3, 4, 5 ans, et les gros bear markets, c'est-à-dire les grosses périodes baissières, elles arrivent facilement tous les 10, 15, 20 ans. Donc si vous investissez sur 40 ans, vous allez en voir, et vous allez en voir plusieurs. Et le but, c'est pas de se ruiner la santé en étant stressé quand on voit ses actifs baisser. Donc là, encore une fois, il y a un travail de connaissance de soi-même. La meilleure manière de se connaître soi-même, honnêtement pour ça, c'est d'investir petit et de voir comment on réagit. Si on voit qu'on n'est pas capable de tenir le stress que ça engendre, eh bien dans ce cas-là, la bourse n'est pas un bon investissement. Et typiquement, s'orienter vers de l'immobilier, qui peut avoir des rendements assez similaires, mais une manière de gestion qui est un petit peu différente et qui a surtout une volatilité bien différente, eh bien ça peut être une solution intéressante. Donc si vous avez ce stress, faites attention effectivement à ce que vous faites. Se ruiner la santé en stress pour avoir de l'argent en bourse, ça vaut clairement pas le coup. Donc là, on a vu les deux premières étapes. La première étape, c'est est-ce que vous êtes capable d'épargner. La deuxième étape, c'est quoi votre horizon d'investissement, supérieur à 5 ans minimum, et est-ce que vous êtes capable de tolérer le risque et la volatilité des actifs financiers. Et ensuite, on arrive aux questions pratiques. Et en fait, les questions pratiques, c'est les plus simples. Euh, En réalité, quand on parle de comment investir, c'est beaucoup plus compliqué de répondre aux deux premières questions, est-ce que vous allez être capable de mettre de l'argent de côté, et est-ce que vous allez être capable de tenir la distance, que en pratique, comment on fait. Et je vais quand même vous le dire, parce que c'est le but de la vidéo. Concrètement, comment on fait? Eh bien, on ouvre un compte qui nous permet d'acheter des produits financiers. Alors concrètement, vous pouvez ouvrir un compte dans n'importe quelle banque, très probablement que vous avez déjà une banque. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un compte, si vous n'en avez pas déjà, d'en ouvrir un autre dans une autre banque, qui est une banque en ligne. Pourquoi? Parce que les banques en ligne ont cet avantage d'avoir des frais vraiment minimes, et la question des frais, elle est extrêmement importante quand vous allez investir, parce que ce qui se passe, c'est que vous allez investir des sommes qui vont être croissantes et qui vont rester dans la banque pendant des années, peut-être des dizaines d'années, et donc les dizaines de pourcentages et les petits pourcentages de frais de cette banque vont représenter des sommes extrêmement importantes à long terme. Et donc si on peut dès le début réduire ses frais au minimum, c'est très important. La manière la plus simple, ce sont les banques en ligne. Concrètement, moi, j'investis sur Boursobank. C'est une banque dont je suis totalement satisfait, mais nul doute que Fortunéo, Bourse Direct, Hello Bank, etc. fassent un très bon travail aussi et ont des frais qui sont relativement similaires. Par contre, les banques physiques traditionnelles, elles, ont tendance à avoir des politiques de frais qui sont beaucoup plus dissuasives. Donc, vous ouvrez un compte dans une banque en ligne. Une fois que vous avez ce compte dans cette banque en ligne, l'enveloppe fiscale la plus intéressante, c'est quoi l'enveloppe fiscale? C'est l'endroit où on peut acheter des actions. Les actions, c'est des parts d'entreprise, c'est des bouts de Apple, c'est des bouts de LVMH. Et bien en fait, vous ne pouvez pas acheter des actions et les mettre dans votre compte courant. Votre compte courant, il n'y a que des euros, vous ne pouvez pas avoir des actions dedans. Donc il y a des enveloppes dans lesquelles on peut mettre les actions. L'enveloppe la plus pertinente d'un point de vue fiscal, c'est le PEA aujourd'hui en France, parce que le PEA, au bout de 5 ans de détention, eh bien, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu dessus. Aujourd'hui, il y a la flat tax. La flat tax, elle est divisée, c'est 30%, dont 17% de prélèvements obligatoires et 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc vous retirez ces 12,8%, il vous restera dans tous les cas les 17% de prélèvements obligatoires à payer sur vos plus-values. Ça, vous n'y pouvez rien. Aucune enveloppe fiscale permet de ne pas les payer. Par contre, si vous utilisez les autres enveloppes fiscales, typiquement le compte titre ordinaire, eh bien vous paierez l'impôt sur le revenu. Si vous utilisez l'assurance vie, vous pouvez vous extraire en partie de l'impôt sur le revenu, mais vous aurez des frais de gestion de la part de votre banque annuels qui vont
rogner petit à petit la performance. Donc le PEA, c'est vraiment l'enveloppe fiscale la plus efficiente. Alors pour l'ouvrir, c'est très simple, hein, vous allez sur votre site de votre banque, ouvrir un PEA, vous suivez les étapes, rien de compliqué en ligne, ça va très vite. Et dernière étape, qui peut paraître la plus importante et à laquelle pourtant je vais apporter une réponse extrêmement concise et simple, c'est qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète LVMH? Est-ce qu'on achète Total? Est-ce qu'on achète Apple? Eh bien, à cette question, je vous répondrai qu'on achète des ETF. ETF, concrètement, ce sont des paniers d'actions, et notamment le panier d'actions qui va représenter l'ensemble des entreprises des pays développés. Et pour retrouver cet ETF, il y en a plusieurs qui suivent ce même indice, mais aujourd'hui, le plus efficient, c'est celui de BlackRock, qui s'appelle WPEA pour World, c'est-à-dire qui représente les entreprises du monde entier. PEA parce qu'il est éligible au PEA. C'est un ETF qui est extrêmement rentable en termes de frais, puisqu'il a les frais les moins importants, qui est extrêmement intéressant en termes de prix par part. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des parts de 5 euros, donc vous pouvez investir petit à petit 20 euros par mois. Donc le WPEA, c'est vraiment le choix numéro un. Si par contre vous êtes dans une banque où vous ne trouvez pas le WPEA, c'est possible parce que BlackRock n'a pas passé d'accord avec toutes les banques, donc c'est possible. Honnêtement, je ne sais pas si par exemple Fortuneo l'a, il faudrait vérifier sur votre compte, mais si vous ne le trouvez pas, l'alternative qui est équivalente mais qui a un tout petit peu plus de frais, c'est le CW8, c'est Country World, donc tous les pays du monde, et 8. Et donc lui, il vous permet, pareil, de suivre l'indice mondial. Seul petit défaut, le prix de la part du CW8 est très important, quasiment 500 euros de mémoire. Donc ça veut dire que si vous voulez investir 100 euros par mois, il faut garder vos 100 euros, les mettre de côté et tous les 5 mois acheter ce CW8. Au long terme, ça ne change pas grand-chose. C'est un tout petit peu moins efficient, mais ça ne doit pas vous arrêter de faire votre stratégie. Ça revient vraiment à la même chose au long terme à quelques pourcentages près. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.